Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur les noyaux gris de la base et sur quelques remarques concernant la motivation. Voici la carte mentale en question avec donc ces différentes branches. Dans la première, nous allons définir ce que sont les noyaux gris de la base. Nous allons ensuite nous intéresser aux relations qui existent au sein des noyaux gris de la base et entre les noyaux gris de la base et d'autres structures. Puis nous verrons que lorsque les noyaux gris de la base dysfonctionnent, des mouvements anormaux vont pouvoir s'observer. Enfin, nous verrons que les noyaux gris de la base sont impliqués à la fois dans des fonctions motrices, mais également dans des fonctions non motrices, et nous nous intéresserons plus spécifiquement à l'implication des noyaux gris de la base vis-à-vis de la motivation. Commençons par définir ce que sont les noyaux gris de la base. Donc les noyaux gris de la base, déjà, on peut dire qu'ils sont parfois appelés autrement, ils sont parfois appelés ganglions de la base, ou encore noyaux gris centraux. En fait, ce sont des structures qui sont à cheval sur trois vésicules, en l'occurrence sur le télencéphale, le diencéphale et le métencéphale. Donc nous allons revenir sur quelques rappels concernant ces vésicules pour bien situer ces noyaux gris de la base. Pour ce qui est du télencéphale, quand nous en avions parlé dans le cours de neuroanatomie, nous avons dit qu'au niveau du télencéphale, il y a deux zones de substances grises. Une zone en périphérie qui forme une écorce au niveau du télencéphale qu'on appelle le cortex, c'est le cortex cérébral, on l'appelle aussi parfois le pallium qui veut dire le manteau. Et ce cortex, on avait dit, on peut le subdiviser en archicortex ou archipallium, paléocortex ou paléopallium, et puis néocortex ou néopallium, qui correspond en fait à 90% du cortex. Ça ne va pas trop nous intéresser parce qu'il n'y a rien de tout ça qui appartient au noyau gris de la base. En revanche, dans la profondeur, il y a aussi de la profondeur du télencéphale, il y a aussi de la substance grise. C'est ce qu'on va appeler le subpallium, c'est ce qu'on va appeler aussi des noyaux. Parmi ces noyaux, on a évoqué plusieurs. On avait parlé des amygdales cérébrales qui se trouvent au niveau des lobes temporaux. On avait également évoqué le télencéphale basal qui est constitué par plusieurs structures, dont le noyau basal de Meynert ou encore les noyaux du septum. On a évoqué une autre structure, le claustrum, qui est dans la profondeur du lobe de l'insula. Et puis, nous avions évoqué une structure, le néostriatum, qui est constitué de deux entités. Une entité qui forme une espèce de masse, qui est le putamen, et puis une structure qui forme comme une espèce de petite queue sur cette masse, qui s'enroule un peu autour de cette masse, qu'on appelle le noyau caudé, qui est une sorte de noyau un peu coudé, mais qu'on appelle bien le noyau caudé. Donc, le néostriatum, donc l'ensemble noyau caudé et putamen, eh bien, je l'ai encadré puisque c'est une structure qui appartient au noyau gris de la base. On s'intéresse maintenant au diencéphale. Concernant ce diencéphale, nous avions souligné le fait que le diencéphale, il est constitué par il est subdivisé en différentes structures. Au niveau du toit du diencéphale, donc dans la région dorsale, on a l'épithalamus. Dans la région ventrale, dans le plancher, on a l'hypothalamus. Entre les deux, on a le thalamus qui se subdivise en une partie dorsale, c'est ce qu'on appelle le thalamus tout court, sur un encéphale adulte, et puis il y a ce qu'on appelle le thalamus ventral, qu'on appelle ainsi, si on s'intéresse au développement embryonnaire du diencéphale, qu'on n'appellera plus de cette façon si on parle d'un encéphale adulte, mais on va désigner ce thalamus ventral en donnant le nom des structures qui le constituent. Donc ce thalamus ventral, il est constitué par plusieurs éléments de substance grise. Nous avions évoqué le noyau réticulaire qui forme une sorte un peu d'emballage, de coque au niveau du thalamus dorsal, mais qui appartient bien au thalamus ventral, qui ne va pas nous intéresser ici, il ne fait pas partie des noyaux gris de la base. En revanche, il y a deux autres structures que j'ai encadrées qui appartiennent au noyau gris de la base, qui sont d'une part le noyau sous-thalamique, anciennement appelé corps de Lewis, qu'on peut abréger par les lettres STN, donc c'est l'abréviation anglo-saxonne qu'on utilise assez fréquemment. Comme son nom l'indique, il se trouve sous le thalamus, ce noyau, et puis on trouve le pallidum ou globus pallidus qui est ainsi nommé parce que c'est de la substance grise un petit peu pâle, et il se subdivise en deux portions, une portion latérale ou externe qu'on peut appeler GPL ou GPE et une portion médiale ou interne qu'on peut appeler le GPM ou GPI. Donc ces deux structures nous intéressent et donc appartiennent au noyau gris de la base et sont une partie du diencéphale. Ensuite, il y a des structures qu'on va trouver au niveau du métencéphale. Alors pour rappeler ce qu'il en est de la substance grise du métencéphale, eh bien on peut rappeler que il y a de la substance grise qui va constituer ce qu'on appelle les colliculi, anciennement ce qu'on appelait les tubercules quadrijumeaux. On va retrouver aussi des amas de substances grises qui vont constituer la formation réticulée, d'un ensemble de petits noyaux.
On va trouver aussi des amas de substances grises qui correspondent aux noyaux des nerfs crâniens 3 et 4. Et puis, on va aussi trouver un ensemble de substances grises qui forment le noyau rouge ou rubrum. Tout ça, ça ne va pas trop nous intéresser, ça appartient pas au noyau gris de la base. En revanche, il y a une dernière structure que je n'ai pas encore évoquée, qui est la substance noire, qu'on appelle aussi substantia nigra ou locus niger. Et cette structure-là, je l'ai encadrée parce qu'effectivement, elle fait partie des noyaux gris de la base. On peut la subdiviser en deux régions. Il y a une région qui apparaît assez compacte, on l'appelle donc la substance noire compacte ou substantia nigra pars compacta. On pourra la noter grand S, grand N, petit c. Et puis, cette substance noire, elle est constituée aussi par une autre région qui apparaît moins dense, qu'on appelle la substance noire réticulée ou substantia nigra pars reticulata, qu'on peut abréger par les lettres suivantes, grand S, grand N, petit r. Alors, j'ai fait une connexion entre ces deux structures parce qu'il se trouve que l'ensemble GPM-SNR va constituer une entité donnée au sein des noyaux gris de la base. Ça veut dire que si on résume un petit peu l'ensemble, eh bien, on va identifier 5 éléments, 5 ensembles au sein des noyaux gris de la base. Ce sont ces 5 ensembles qu'on va considérer pour pouvoir envisager simplement ces noyaux gris de la base. Donc, les ensembles sont les suivants. Il y a le néostriatum, fait des noyaux codés putamène, le GPL, globus pallidus latéral, le groupe GPM-SNR, le noyau sous-thalamique, STN, et puis la substance noire compacte, grand S, grand N, petit c. Alors, je dis bien petit c pour ne pas confondre avec l'abréviation grand S, grand N, grand C, dans ce cas-là qui veut dire système nerveux central. Donc là, c'est bien un C en minuscule. Alors, intéressons-nous maintenant aux relations anatomiques qui existent entre ces entités qui constituent les noyaux gris de la base. Donc, on va pouvoir les résumer en 3 points. C'est un peu ce qu'on fait à chaque fois qu'on parle de structure. On s'intéresse aux informations qui arrivent, donc aux afférences, aux informations qui quittent la structure, donc aux efférences. Et puis là, on va aussi s'intéresser à la manière dont l'information circule au sein même des noyaux gris de la base. Concernant les afférences des noyaux gris de la base, alors j'ai mis principal entre parenthèses parce qu'en réalité il y a aussi d'autres sources d'afférences, donc là on se cantonne à quelque chose de simple. Donc on va dire que voilà, les afférences, les informations proviennent du cortex cérébral, hein, donc c'est le point d'origine, essentiellement les régions frontales et pariétales du cortex cérébral, et le cortex cérébral va projeter sur les noyaux gris de la base via des projections glutamatergiques. Ça veut dire qu'au niveau des synapses, c'est du glutamate qui va être libéré, qui est un neurotransmetteur excitateur. Le cortex cérébral va projeter alors, sur en particulier une structure des noyaux gris de la base qui est le néostriatum. Donc la destination, c'est le néostriatum. Ce qui veut dire aussi que le néostriatum, on peut se le représenter comme étant un peu la structure d'entrée pour les informations au sein des noyaux gris de la base. On peut ajouter une précision, c'est qu'au sein du néostriatum, il y a différents types de neurones, et notamment des neurones de projection qui utilisent le GABA comme neurotransmetteur principal. Et parmi ces neurones GABAergiques, il y en a certains qui vont utiliser un cotransmetteur qui va être la substance P, d'autres qui vont utiliser un cotransmetteur qui va correspondre à des encéphalines. Alors, ce qu'on peut juste souligner, hein, c'est que finalement là, on a donc un point de départ, c'est le cortex cérébral. Point d'arrivée, c'est le néostriatum, une entité donc des noyaux gris de la base. Les voies qui se constituent, on peut éventuellement les appeler voies cortico-striées. Qu'en est-il pour les efférences? Là aussi, j'évoque les principales efférences. Donc, le point de départ, ça va être une entité des noyaux gris de la base qui est le groupe GPM-SNR, qui va représenter l'étage de sortie pour les informations à partir des noyaux gris de la base. Et le GPM-SNR, il va projeter via des projections GABAergiques, c'est-à-dire qu'il va libérer en fait un neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA. Il va projeter donc vers le cortex cérébral, qui est la destination. Évidemment, les projections ne se font pas directement sur le cortex cérébral, ça va se faire via le thalamus. Donc là, si on regarde un petit peu l'ensemble, les afférences, on dit que donc le point de départ, c'est le cortex cérébral, les projections se font vers le néostriatum, ensuite ça chemine dans les noyaux gris de la base, puis ça ressort par le groupe GPM-SNR et on retourne finalement via le thalamus au niveau du cortex cérébral. Ça veut dire qu'on part du cortex, on revient au cortex, entre-temps on est passé par les noyaux gris de la base, bon, et bien sûr par le thalamus. Donc on peut dire qu'on a ici une boucle qui se constitue. Donc, comme je viens de le dire, on part du cortex, on va vers les noyaux gris de la base, et puis, via le thalamus, on retourne au cortex. Donc, on peut parler d'une boucle sous-cortico-corticale, hein, puisque les noyaux gris de la base sont des structures sous-corticales. Ce n'est pas du cortex, comme on l'a évoqué.
Qu'en est-il des connexions internes? Alors, on va voir qu'il y a deux voies qui vont se constituer et puis une structure, la substance noire compacte, qui va s'articuler par rapport à ces deux voies. La première voie que l'on va évoquer, c'est une voie qu'on va qualifier de directe. Directe parce qu'on va avoir des projections qui vont directement se faire entre l'étage d'entrée des noyaux gris de la base, celui qu'on a évoqué ici, qui reçoit les afférences, c'est-à-dire le néostriatum, et ces projections vont se faire directement du néostriatum vers l'étage de sortie, qui est le point de départ, pour que les informations soient envoyées vers le cortex cérébral. Donc, projection directe du néostriatum vers le groupe GPM-SNR. Alors, ces projections vont avoir pour point de départ certains neurones du néostriatum qui sont les neurones GABAergiques à substance P. Et donc, cette voie directe, elle va constituer une voie facilitatrice, c'est-à-dire qu'elle va faciliter le mouvement. Alors, je m'explique, je vous ai mis ici une petite représentation de ce qui se passe. Donc, j'ai mis des plus et des moins, ça veut dire, ça symbolise en fait les neurotransmetteurs, l'action des neurotransmetteurs qui sont libérés. Quand il y a des plus, c'est du glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur. Donc, les plus symbolisent une excitation. Et le moins, chaque moins correspond à du GABA qui est libéré, donc un neurotransmetteur inhibiteur, ça correspond à une inhibition. Alors comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, pour le saisir facilement, on peut se dire que le cortex, il a besoin d'être conseillé par les noyaux gris de la base, qui sont un peu ses consultants. Donc le cortex, il va à un moment donné se dire, tiens, je vais réaliser un mouvement. Bon, avant de faire ce mouvement, je vais quand même demander aux noyaux gris de la base ce qu'ils en pensent. Donc le cortex pose sa question. Poser la question, ça veut dire que le cortex va agir sur ce néostriatum, en l'occurrence sur les neurones GABAergiques à substance P, et il va le faire en libérant son neurotransmetteur qui est excitateur, donc il va stimuler ces neurones GABAergiques à substance P. Ces neurones GABAergiques, jusque-là, ils étaient tranquilles, ils faisaient rien, ils étaient silencieux. Donc là, ils vont être activés. Ça veut dire que jusque-là, ils ne libéraient pas de GABA. Et là, ils vont se mettre à libérer du GABA. Donc ça veut dire qu'ils vont se mettre à inhiber les neurones du GPM-SNR. Et il se trouve que les neurones du GPM-SNR, eux, ils étaient spontanément actifs, tranquillement, ils étaient en train d'agir sur le thalamus. Et bien là, ils vont se trouver être inhibés. Pas forcément complètement, mais en tout cas, leur action va être réduite parce qu'ils sont activement inhibés par les neurones GABAergiques à substance P du néostriatum. Du coup, ces neurones du groupe GPM-SNR, jusque-là, ils libéraient pas mal de GABA vers le thalamus. Là, ils vont en libérer moins. Ça veut dire que le thalamus, il était plutôt pas mal inhibé jusque-là, et là, il va être moins inhibé, ce thalamus. Par ailleurs, le thalamus, il reçoit pas mal d'informations. Donc, comme il est moins inhibé, il va laisser passer plus d'informations vers le cortex, et du coup, le cortex, finalement, il y a plus d'informations qui passent, il reçoit plus de glutamate, ça veut dire qu'il est davantage stimulé. Et il se trouve que le cortex, qui avait posé sa question initialement, quand il reçoit un surplus, on va dire, de stimulation, quand il est davantage stimulé, eh bien, il prend ça comme une réponse positive à sa question, c'est-à-dire que ce signal qu'il reçoit, il l'interprète comme étant un oui, c'est une bonne idée de faire ce mouvement, on y va, on va réaliser ce mouvement. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne donc au sein de cette boucle. Et c'est pour ça que donc à chaque fois que l'information circule dans cette boucle, à chaque fois que le cortex pose sa question, il va avoir une réponse oui, on soutient, oui, on favorise, on facilite le mouvement. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que la voie directe, c'est une voie facilitatrice, en l'occurrence facilitatrice du mouvement. L'autre voie qu'on peut évoquer, c'est la voie indirecte. Indirecte parce que dans ce cas-là, on va avoir des projections qui vont être indirectes, il va y avoir des points de relais entre l'étage d'entrée et l'étage de sortie des noyaux gris de la base. Donc l'étage d'entrée, c'est toujours la même chose, c'est le néostriatum. Par contre là, ça va être représenté par les neurones GABAergiques, non pas à substance P, mais les neurones GABAergiques à encéphalie. De là, on a des projections qui se font vers le GPL, qui est GABAergique et qui a tendance à décharger de façon spontanée. Depuis le GPL, il va y avoir des projections sur le STN qui, lui, est glutamatergique, qui a aussi tendance à spontanément décharger. Et puis du STN, on va avoir des projections vers l'étage de sortie, vers le groupe GPM-SNR. Comment ça se passe? Pour bien le saisir, il faut en fait se représenter le tout sur un schéma. Donc la voie indirecte, elle est ici, et puis donc j'ai replacé le tout dans la boucle, comme c'était le cas précédemment. La voie directe, c'est juste cette flèche. Là, c'est la voie donc indirecte. On a ces deux points de relais. Et bien sûr, ces deux voies, là, je vous les ai présentées par rapport au cortex, dans la boucle. C'est comme ça qu'on peut les comprendre. Que se passe-t-il ici?
Et bien même chose, le cortex se demande si c'est une bonne idée ou pas de vouloir réaliser tel mouvement, donc il pose la question à ses consultants, au noyau gris de la base. Ça veut dire que les neurones du cortex vont ici poser la question en stimulant ces neurones GABAergiques et encéphalines du néostriatum, qui jusque-là étaient silencieux. Ils étaient quiescents, ils faisaient rien, ils vont se mettre à être actifs. En étant actifs, ils vont se mettre à libérer du GABA vers le GPL. Ça veut dire que les neurones du GPL qui, eux, étaient actifs, vont à ce moment-là être inhibés. Ils sont inhibés, ça veut dire que, alors ils ne sont pas forcément inhibés complètement, en tout cas voilà, ils sont au moins en partie inhibés, ça veut dire que les neurones GABAergiques du GPL vont libérer moins de GABA vers le STN. Il y a moins de GABA, ça veut dire que jusque-là le GPL, il inhibait, en libérant beaucoup de GABA sur le STN, il inhibait beaucoup le STN. Là, comme il y a moins de GABA libéré, le STN est moins inhibé. Et le STN, il peut décharger spontanément, là comme il est moins inhibé, il va en profiter et il va se mettre à décharger plus de neurotransmetteurs vers le groupe GPM-SNR. Il se trouve que lui, son neurotransmetteur, c'est le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur. Du coup, le STN va se mettre à stimuler ici ce groupe GPM-SNR. Les neurones qui sont dans le groupe GPM-SNR, ils étaient spontanément actifs, ils libéraient déjà du GABA vers le thalamus. Là, ils vont en plus être soutenus, ils vont être stimulés, activés, donc ils vont libérer encore plus de GABA. Ça veut dire que le thalamus va être davantage inhibé. S'il est davantage inhibé, qu'est-ce qui se passe? Lui, il reçoit par ailleurs plein de signaux, il va moins laisser passer ces signaux vers le cortex. Autrement dit, il va y avoir moins de stimulation qui vont se faire sur le cortex. Il y a moins de neurotransmetteurs excitateurs libérés ici. Donc le cortex qui reçoit finalement moins de neurotransmetteurs excitateurs, qui est moins stimulé, moins excité, va interpréter ce retour comme étant un non. Non, on ne soutient pas cette idée de mouvement. Et c'est pour ça qu'on peut dire que cette voie indirecte, elle est dysfacilitatrice, elle va dysfaciliter le mouvement. Alors bien évidemment, là encore, à chaque fois que le cortex pose sa question, c'est toujours la même circulation, celle que je viens d'évoquer qui se fait, et donc le cortex à chaque fois reçoit un non, c'est pas une bonne idée, on ne fait pas ce mouvement, on dysfacilite le mouvement. Donc la voie directe, elle est facilitatrice du mouvement, la voie indirecte, elle est dysfacilitatrice du mouvement. Alors bon, on peut se dire que c'est un peu bizarre quand même d'avoir ces deux voies qui s'opposent. On va essayer de les comprendre ensemble. Avant ça, on va situer la dernière structure dont nous n'avons pas encore parlé au sein des noyaux gris de la base, qui est la substance noire compacte. La substance noire compacte, elle va pouvoir agir via un neurotransmetteur qui est la dopamine sur le néostriatum. Donc on a des voies qui vont se constituer, qui partent de la substance noire compacte, qui vont arriver sur le néostriatum. On va parler de voies nigrostriées, comme le neurotransmetteur qui va être libéré au niveau des synapses, c'est la dopamine. On parle de voies nigrostriées dopaminergiques. Il se trouve que ces voies, alors on les aperçoit ici, il se trouve qu'elles vont avoir des effets qui ne vont pas être les mêmes sur les deux types de neurones GABAergiques qui sont présents au niveau du néostriatum. Donc, je vais vous dire un mot avec ce schéma. Donc, les effets vont être opposés. On voit ici ces projections qui partent de la substance noire compacte qui vont avoir un effet excitateur sur les neurones GABAergiques à substance P et qui vont avoir un effet inhibiteur sur les neurones GABAergiques à encéphaline. Ça veut dire que globalement, la substance noire compacte, elle va plutôt stimuler ces neurones et du coup soutenir la voie directe facilitatrice du mouvement, et la SNC va dans le même temps avoir un effet inhibiteur sur les neurones GABAergiques à encéphaline à l'origine de la voie indirecte dysfacilitatrice. Donc la substance noire compacte, elle va soutenir la voie directe, c'est ce que j'ai mis ici, la substance noire compacte, elle soutient, elle active cette voie directe facilitatrice, et dans le même temps, elle va inhiber cette voie indirecte, qui est la voie dysfacilitatrice du mouvement. Alors, une question qui peut se poser, c'est, mais finalement c'est le même neurotransmetteur, pourquoi les effets ne sont pas les mêmes? Parce que ça dépend en fait des récepteurs à la dopamine qui sont présents sur ces neurones, qui ne sont pas les mêmes. Les récepteurs à la dopamine qui sont sur ces neurones vont, quand ils sont stimulés, entraîner la production de potentiels postsynaptiques excitateurs. Du coup, effectivement, ça va stimuler ces neurones. Par contre, les récepteurs à la dopamine qui se trouvent sur ces neurones, quand ils sont stimulés par la dopamine, ils vont entraîner la production de potentiels postsynaptiques inhibiteurs. Donc, ces neurones vont être inhibés et globalement, c'est toute la voie qui va ainsi être inhibée.
Alors bon, ça, c'est pas forcément, ça ne nous apporte pas une lecture limpide là d'avoir positionné cette substance noire compacte. Donc on va essayer de comprendre globalement quel peut être le rôle de ces noyaux gris de la base. Donc assez schématiquement, je vous ai dit, le cortex cérébral, voilà, il a à un moment donné l'intention de faire un mouvement. Il se demande si c'est une bonne idée, pas une bonne idée, si le mouvement auquel il pense et le programme moteur qu'il a constitué est bien constitué ou pas. Donc il pose la question au noyau gris de la base. En fait, l'image qu'on peut prendre pour saisir ce qui se passe, c'est l'image d'un croquis. On fait un croquis donc au crayon à papier. Donc si on veut faire un petit croquis, on va faire tout un tas de petits coups de crayon voilà, qui vont nous permettre d'esquisser un peu une forme. Mais la forme, elle n'est pas très nette parce que c'est plein de coups de crayon. Et c'est un peu ce qui se passe avec le cortex. Globalement, il va mettre au point un programme moteur, mais c'est un peu un brouillon. Donc c'est un peu un croquis, il va falloir un peu le peaufiner. Et donc c'est ce que vont faire les noyaux gris de la base. En fait, les noyaux gris de la base, ils vont à la fois avoir le rôle d'un stylo à encre et d'une gomme. C'est-à-dire que les noyaux gris de la base, ils vont à la fois passer au stylo à encre, tracer un trait en fait qui va bien, qui s'appuie justement sur tous ces petits coups de crayon qu'on a fait, et en même temps ils vont gommer tous ces petits coups de crayon qui sont plus utiles, ce qui va nous permettre d'avoir un beau dessin fait à l'encre au final. Donc les noyaux gris de la base, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont en fait via la voie facilitatrice, ces stylos encreurs, ils vont pouvoir vraiment tracer au propre le trait, c'est-à-dire retenir ce qui va bien dans le programme moteur, le soutenir, et puis la voie disfacilitatrice, elle, c'est un peu la gomme, elle va gommer tous les petits mouvements parasites, tous les petits traits de crayon qu'on a fait, qui ont servi d'ébauche, mais qu'on ne va pas conserver. Donc voilà un peu comment saisir le rôle de ces noyaux gris de la base donc lors d'un mouvement. Donc je vous ai dit, la voie indirecte facilitatrice, elle va gommer les mouvements parasites, et la voie directe facilitatrice, elle va soutenir le ou les mouvements qui sont adaptés dans le programme. Alors ça, on peut le dire parce qu'effectivement, quand on s'est intéressé à l'activité de l'étage de sortie, de l'étage GPM-SNR, quand il y a voilà, des intentions de mouvement qui émergent, eh bien, on constate que dans certaines régions du GPM-SNR, l'activité va augmenter, dans d'autres, elle va diminuer. Et que ces variations dans l'activité sont parfois globales, parfois focales. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si on regarde ce qui se passe à ce niveau-là, quand il y a une intention de mouvement qui est faite, dans certaines régions du GPM-SNR, l'activité va être modulée dans un sens, et dans d'autres régions, dans l'autre sens. Et donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que certaines régions vont effectivement avoir une activité qui diminue. Ça va justement permettre de focaliser en fait la facilitation sur ce qui est correct en fait dans le programme moteur, et puis par ailleurs il y a une action un petit peu plus large qu'on voit au niveau du GPM-SNR où l'activité augmente dans une assez grande partie du GPM-SNR. Ça correspond à la gomme qui va globalement gommer l'ensemble des mouvements parasites. Donc on peut dire que finalement les noyaux gris de la base, à la fois ils vont être impliqués dans tout ce qui est de l'ordre du déclenchement en fait des mouvements, mais ils vont aussi donc réguler, affiner, préciser en fait les mouvements qui vont être réalisés donc dès les programmes moteurs. Donc voilà une image assez simple, c'est une présentation simple de ce que font les noyaux gris de la base, mais c'est une image assez simple, celle de ce croquis qu'on peut retenir pour se représenter, pour se figurer ces noyaux gris de la base. Alors que se passe-t-il quand les noyaux gris de la base dysfonctionnent? Eh bien on va observer des mouvements anormaux. Alors il y a 3 grandes catégories de mouvements anormaux qu'on peut envisager. D'une part, les hyperkinésies, on va commencer par les hyperkinésies qui sont en fait ça correspond à trop de mouvements qui vont se produire. À la fois il y a plus de mouvements normaux, mais aussi des mouvements anormaux qui vont s'ajouter, qui normalement ne devraient pas, mais qui vont être présents. Une hyperkinésie, ça se comprend parce que finalement on a une espèce de balance entre ces deux voies, facilitatrice, disfacilitatrice, et bien là la balance va un peu pencher côté voie facilitatrice. Ça va pencher côté voie facilitatrice parce que la plupart du temps, la voie disfacilitatrice va dysfonctionner. Elle va présenter des petits soucis.
Donc les hyperkinésies vont se traduire par des mouvements qui ne devraient pas se produire mais qui se produisent et qui sont plutôt des mouvements rapides et qui sont bien sûr imprévisibles et sur lesquels la personne ne peut rien faire. Et ces mouvements vont se manifester sur un niveau de tonus qui est plutôt, qui penche plutôt dans le sens d'une hypotonie. Donc il y a un fond hypotonique qui existe chez la personne. Alors, comment on prend en charge ces hyperkinésies? Alors, justement, si on reprend un petit peu le schéma présent ici, globalement, cette voie ici dysfacilitatrice, c'est elle qui va pas bien fonctionner dans une hyperkinésie. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser, en fait, comme je l'ai noté ici, des antidopaminergiques, voilà, que j'ai noté à ce niveau-là, qui vont agir sur ces deux voies. Ça va réduire la stimulation que la dopamine réalise normalement sur la voie facilitatrice et on va en même temps réduire l'inhibition que la dopamine réalise sur la voie dysfacilitatrice. Donc je reprends ce schéma avec des molécules qui vont contrer la dopamine, hein, donc qu'on appelle les antipsychotiques ou neuroleptiques. Eh bien, c'est comme si voilà, on gommait, enfin, on coupait un peu ces deux voies. On empêche la dopamine d'agir sur cette voie ici directe et de la soutenir. Et on empêche la dopamine d'agir sur cette voie dysfacilitatrice. Et donc, on empêche la dopamine d'inhiber en fait cette voie. Du coup, ça donne un peu plus de poids à cette voie dysfacilitatrice, même si elle ne marche pas très très bien. Bah, du coup, elle est moins inhibée. Celle-ci va être moins soutenue. Ça peut permettre de gommer un petit peu les troubles qu'on observe dans une hyperkinésie. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples d'hyperkinésie. On peut évoquer l'hémibalisme, qui en général est plutôt lié à des accidents vasculaires cérébraux qui siègent au niveau du noyau sous-thalamique. On peut, ça met hors jeu cette voie dysfacilitatrice, comme on l'a dit. On peut évoquer également la chorée de Huntington, qui est une maladie génétique qui va se traduire entre autres par des dégénérescences au niveau du néostriatum, en particulier qui concerne les neurones GABAergiques à substance P, ces neurones qui sont le point de départ pour la voie justement indirecte dysfacilitatrice. Donc une pathologie qui évolue inexorablement au cours de la vie de la personne et qui va se traduire par des déficits de plus en plus importants. Hein. On peut éventuellement agir un peu sur les symptômes de la pathologie, mais on ne peut pas stopper les neurodégénérescences, ce qui fait que ça va évoluer en fait vers un trouble neurocognitif majeur, hein, donc avec tout un tas de troubles du comportement, la cognition, des émotions chez ces personnes. Autre type de chorée, la chorée de Sydenham, qu'on appelait aussi la danse de Saint-Guy, qui est une forme de chorée aiguë qui fait suite à une infection à streptocoque, donc suite à une streptococcie, qui est une pathologie un peu inflammatoire dans laquelle en fait le système immunitaire, les anticorps vont se retourner contre les noyaux gris de la base et vont temporairement finalement entraîner des dysfonctionnements. Et puis quand tout se passe bien, ça évolue positivement et cette chorée finit par disparaître avec parfois des rechutes qui peuvent se produire, mais qui est une chorée qui est beaucoup moins fréquente depuis l'utilisation, l'apparition, la découverte plutôt des antibiotiques. Autre trouble, c'est pas vraiment une pathologie, c'est des désagréments plus ou moins impactants qui vont exister chez des personnes, c'est ce qu'on appelle les tics. Les tics, donc ça correspond pas, vont pas s'expliquer par des lésions, mais probablement par des dysfonctionnements au sein des noyaux gris de la base, qu'on ne sait pas expliquer de façon très précise. Qu'est-ce que c'est qu'un tic? Déjà, un tic, ça peut être soit un tic moteur, soit un tic vocal. En tout cas, c'est des mouvements stéréotypés qui vont être produits par la personne de façon complètement involontaire, et la personne va ressentir une certaine tension, un besoin en fait de produire les mouvements. À côté de ça, il y a pour le coup là, ce qui est une maladie, c'est la maladie de Gilles de la Tourette, qui va se manifester par la présence de tics, mais cette fois-ci, on a à la fois des tics moteurs et des tics vocaux. Et par rapport à ce qu'on peut observer chez une personne qui a tout simplement soit des tics moteurs, soit des tics vocaux, là, dans la maladie de Gilles de la Tourette, ces deux formes de tics vont être plus nombreux, plus fréquents et beaucoup plus sévères chez les personnes. Donc c'est une pathologie beaucoup plus invalidante. Cette
pathologie eh bien, est reliée, elle aussi, à des dysfonctionnements, bon, plus importants, là, cette fois-ci que pour des simples tics, des dysfonctionnements au sein des noyaux gris de la base. Alors, concernant les hypokinésies, donc on peut dire qu'une hypokinésie, c'est l'inverse d'une hyperkinésie, c'est-à-dire que cette fois-ci, la balance va pencher du côté de la voie dysfacilitatrice. Et donc, il y a une hypokinésie qui représente voilà, ce qu'on appelle les hypokinésies, c'est la maladie de Parkinson, qui est une pathologie qui va évoluer donc, vers un trouble cognitif majeur, elle aussi. Alors, concernant les signes associés à la maladie de Parkinson, on a un certain nombre de signes sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder, mais globalement, on va observer une akinésie, c'est-à-dire que ça va être difficile en fait, de déclencher les mouvements qui vont être en général assez lents, assez peu amples. On va observer aussi un fond hypertonique, donc une certaine rigidité chez la personne, et des tremblements qui vont se produire lorsque la personne ne réalise pas de mouvement. On parle de tremblements de repos. Donc comme je l'ai noté ici, finalement l'évolution va se faire vers un trouble neurocognitif majeur, avec donc un impact cognitif, un impact aussi émotionnel, un impact comportemental dans cette pathologie. Cette pathologie est liée à des neurodégénérescences, donc ce sont les neurones dopaminergiques de la substance noire compacte qui vont dégénérer. Donc du coup, ils dégénèrent, ils meurent, ces neurones dopaminergiques. Ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a plus de soutien de la voie directe, et il y a moins d'inhibition de la voie indirecte dysfacilitatrice. Ça veut dire que dans ce cas-là, la voie dysfacilitatrice va être trop active et la voie facilitatrice pas assez active. Du coup, on va avoir une dysfacilitation assez systématique en fait, des mouvements, d'où la difficulté justement à réaliser les mouvements. Alors, il y a différents traitements qui existent pour se donner un peu une idée. On peut apporter de la L-Dopa, c'est un précurseur de la dopamine qui, un temps, peut permettre de contrebalancer les symptômes qu'on observe. On peut utiliser les antagonistes, des agonistes de la dopamine. Parfois, on peut en venir aussi à détruire certaines régions des noyaux gris de la base, comme par exemple le GPM. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle de la stimulation cérébrale profonde, et puis il y a pas mal d'espoir porté sur la thérapie génique ou encore l'utilisation de cellules souches, mais tout ça c'est plutôt expérimental. Quelles sont les causes de la maladie de Parkinson? On ne sait pas trop, on sait qu'il y a des composantes génétiques qui jouent, probablement aussi des composantes environnementales. Et puis une dernière remarque, les recherches faites dans le cadre de la maladie de Parkinson s'appuient sur des modèles animaux de la maladie, sur lesquels on peut évaluer différents types de traitements. Et parmi les molécules qui sont utilisées pour produire des animaux finalement qui ont une maladie de Parkinson, eh bien on peut utiliser entre autres cette molécule qui s'appelle le MPTP, qui a été identifiée chez des personnes qui avaient pris dans les années 70-80 une drogue frelatée qui contenait cette substance et qui se sont retrouvés parkinsoniens du jour au lendemain. Donc c'est comme ça qu'a été identifiée cette substance, et il y a d'autres substances aussi qui sont utilisées. C'est plus pour revenir un peu sur l'aspect historique. Alors, dernière catégorie de mouvements anormaux, qui sont ce qu'on appelle les dystonies. Parfois, les dystonies sont classées dans les hyperkinésies, mais la différence majeure, c'est que, je vous ai dit, une hyperkinésie, c'est plutôt des mouvements rapides qu'on va observer, assez soudains. Dans les dystonies, on est vraiment plutôt sur des mouvements lents, qui s'expliquent toujours, qui sont toujours liés à des contractions musculaires qui vont se faire de façon volontaire. Parfois, ça peut siéger sur une partie du corps, avec par exemple un pied, une main qui va se tordre, un peu comme ce qui se passe quand il y a une crampe. Parfois, ça va être l'ensemble du corps qui du coup va adopter une position un peu particulière, un peu un type de contorsion. Et puis ces dystonies, parfois elles peuvent être plus ou moins spontanées, et puis parfois c'est la réalisation d'un mouvement spécifique qui va déclencher ces anomalies du mouvement. On parle par exemple de crampe de l'écrivain. Dans ce cas-là, quand une personne qui a une crampe de l'écrivain, c'est une personne qui, dès qu'elle va commencer à écrire, va avoir sa main qui va prendre une posture anormale et elle va plus pouvoir écrire. Et puis on parle aussi de dystonie du musicien. Dans ce cas-là, c'est à chaque fois que la personne va prendre son instrument que la dystonie, ce mouvement anormal, va se manifester et va empêcher la personne de jouer de son instrument. Alors intéressons-nous maintenant à ces noyaux gris de la base.
Et voyons que les noyaux gris de la base ne sont pas concernés que par les mouvements, mais aussi par des fonctions non motrices. Et on va voir donc que les noyaux gris de la base vont faire partie d'un certain nombre de boucles motrices et non motrices. Donc ces différentes boucles qu'on identifie, elles vont en fait être identifiées parce que c'est un peu toujours la même chose. Les informations qui arrivent sur les noyaux gris de la base ne vont pas provenir exactement des mêmes régions du cortex. Au sein des noyaux gris de la base, ce ne sont pas toujours les mêmes zones des 5 entités qui vont être impliquées. Et puis, les projections qui se refont vers le cortex vont aussi passer par des régions particulières du thalamus. Donc, c'est ça qui fait qu'on identifie assez classiquement 4 boucles, donc cortico, sous-cortico, corticales, qui elles-mêmes vont pouvoir être subdivisées en sous-boucles, en sous-circuits. Donc, traditionnellement, on parle d'une boucle motrice. Donc, c'est cette boucle, finalement, dont nous venons de parler, qui va moduler les mouvements, qui est subdivisée aussi en sous-circuits avec une organisation aussi somatotopique. De façon assez simple, on peut se dire que voilà, il y a une boucle qui va finalement être plutôt concernée par les mouvements, mettons, du membre supérieur, une autre par les mouvements du membre inférieur, une autre par les mouvements du tronc, et ainsi de suite. Donc, une organisation somatotopique qui existe. On a essayé d'identifier une boucle qui va être aussi une boucle motrice, mais plus spécifiquement oculomotrice, qui, elle, va donc se concentrer sur la modulation des mouvements des yeux, en particulier des saccades oculaires. Il y a une autre boucle qu'on qualifie de boucle préfrontale, qu'on subdivise notamment en 2 grandes boucles, une qui va plutôt avoir pour point de départ le cortex préfrontal dorsolatéral, l'autre le cortex préfrontal dans la région orbitofrontale latérale. Et ces boucles vont moduler différentes fonctions. Une modulation plutôt exécutive pour l'une de ces boucles, des modulations plutôt des comportements qui vont être présents lors d'interactions sociales. Et puis on peut évoquer une dernière boucle qu'on appelle boucle limbique, avec ce mot limbique qui est un peu un mot fourre-tout qui veut tout dire et rien dire à la fois, qui correspond, donc on peut subdiviser aussi cette boucle limbique en plusieurs sous-boucles qui vont contribuer à moduler les mécanismes émotionnels, les phénomènes d'apprentissage, de mémoire, et aussi les comportements motivés, c'est-à-dire ces comportements qui vont être, ces actions qu'on va réaliser en lien avec une certaine motivation. Donc ça va moduler tout ce qui est de l'ordre du désir. Alors on peut se dire désir, plaisir, qu'en est-il ? Justement, on va préciser quelques éléments dans ce dernier point en évoquant donc ces noyaux gris de la base et justement les comportements motivationnels, donc la motivation. Alors le point de départ concernant cette question de la motivation, quand on parle de motivation, il est souvent question d'un circuit de la récompense. Justement, ce circuit de la récompense, il a commençait à être identifié dans les années 50 de façon fortuite par Holtz et Milner qui travaillaient sur les apprentissages et la mémoire. Ils avaient implanté donc des électrodes dans l'encéphale de rats et ils ont constaté que un de ces rongeurs qui était censé quitter normalement une zone de saccage lorsque une stimulation était délivrée à son encéphale, recherchait plutôt ce lieu. En fait, il cherchait la stimulation. Et donc, ils ont mis au point un dispositif qui a permis à l'animal de s'auto-stimuler lui-même. Ça veut dire que l'animal, donc, il pouvait appuyer sur une petite barre et puis ça délivrait à son encéphale une stimulation. Et il n'avait de cesse, en fait, que d'appuyer sur cette barre pour s'auto-délivrer cette stimulation. Donc, à partir de cette observation, Holtz et Milner se sont dit que, ils avaient identifié finalement une structure qui est peut-être une structure justement importante dans les phénomènes motivationnels. Et effectivement, c'est une structure qui va faire partie de ce qu'on appelle assez classiquement le circuit de la récompense. Donc, il y a un circuit qui a été identifié globalement, qui est assez comparable à ce circuit ici qui va impliquer des régions particulières de la substance noire compacte. On va déborder aussi un petit peu de ces zones. On va retrouver parmi ces régions une structure qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale qui elle aussi contient des neurones dopaminergiques qui est très proche de la substance noire compacte.
On va identifier des structures qui vont correspondre à certaines régions du néostriatum, notamment une structure qu'on appelle le noyau accumbens, qui est au niveau de la zone un peu de connexion entre le putamen et le noyau codé. C'est aussi ce qu'on appelle le striatum ventral, avec parfois des distinctions qui peuvent être faites entre striatum ventral et puis noyau accumbens. Et puis, ce sont des régions aussi spécifiques du groupe GPMSNR qui sont impliquées, plus spécifiquement le pallidum ventral. Mais globalement, c'est un peu ce schéma-là qu'on retrouve, et on peut se dire que finalement, le circuit de la récompense, c'est en fait une sous-boucle des noyaux gris de la base. Alors, il y a des expériences intéressantes qui ont été faites justement sur ce circuit de la récompense, notamment par Schultz dans les années 90. En fait, il a placé des électrodes d'enregistrement dans les neurones dopaminergiques, alors ceux qui font partie de ce circuit de la récompense, plus spécifiquement donc au niveau de l'aire tegmentale ventrale. Et il a regardé un petit peu ce qui se passe dans différentes situations. Donc, il enregistre ces neurones dopaminergiques. Et il voit que chez le singe, quand il donne du jus de fruits à un singe, eh bien, il y a un pic d'activité dans ces neurones dopaminergiques. L'activité augmente, voilà, quand le jus est donné à l'animal. Et puis donc il va apprendre à l'animal à réaliser donc un mouvement. En gros, il y a une lumière qui va s'allumer, qui va donner un peu le feu vert à l'animal pour qu'il réalise un mouvement qui consiste à bouger une manette dans un sens particulier. Et quand l'action est correctement réalisée, il donne du jus de fruits à l'animal. Donc il répète plusieurs fois cette expérience, cet apprentissage, et il regarde ce qui se passe. Une fois que le conditionnement est fait, finalement c'est un conditionnement qui est réalisé, il constate que lorsque la lumière en fait s'allume, eh bien l'activité dans les neurones dopaminergiques augmente. Donc c'est au moment où la lumière apparaît. Par contre, il n'y a plus de variation quand le jus de fruits est donné. Donc au départ, on donne du jus de fruits, il y a une augmentation de l'activité dopaminergique. Et puis ensuite, le conditionnement est réalisé. Et donc quand l'animal voit la lumière, il se dit chouette, je vais avoir du jus de fruits. Et finalement, c'est à ce moment-là que le pic de dopamine a lieu. Et puis il n'y a plus rien de particulier quand le jus de fruits est donné. Dans la dernière étape, il se passe la chose suivante. La lumière s'allume, donc on voit à ce moment-là un pic d'activité dans les neurones dopaminergiques au moment où la lumière apparaît, mais on ne va pas donner de jus de fruits cette fois-ci à l'animal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diminution dans l'activité des neurones dopaminergiques au moment où le jus de fruits était censé être donné. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que globalement, par rapport à ce qui peut être vécu par l'animal, dans la première phase, quand on donne le jus de fruits, cette activité des neurones dopaminergiques, finalement, on peut se dire qu'elle reflète peut-être justement la récompense, le fait que le singe te dit c'est agréable d'avoir du jus de fruits. Ici, dans cette deuxième étape, l'activité des neurones dopaminergiques augmente au moment où la lumière apparaît, comme si l'animal se disait chouette, ça va faire du bien. Et puis, ici, le pic de dopamine apparaît au moment où la lumière surgit. L'animal se dit chouette, ça va faire du bien, mais derrière, il n'a pas ce qu'il attendait, il n'a pas son jus de fruits. Peut-être qu'à ce moment-là, l'animal va ressentir une certaine frustration, une certaine déception, et peut-être que cette chute de l'activité dopaminergique, eh bien, ça va le pousser à faire quelque chose pour, malgré tout, obtenir du jus de fruits. Donc, voilà un peu ce que montrent en fait ces expériences, c'est que finalement, cette baisse dans l'activité dopaminergique, ça pourrait finalement pousser l'animal à réaliser des nouvelles actions pour, en quelque sorte, compenser un peu la frustration qui est ressentie. Alors, à côté de ça,
Donc, il y a des personnes qui donc dans le cadre de traitements, notamment pour de l'épilepsie, qui ont eu des implantations justement d'électrodes, notamment dans certaines de ces structures. Et les personnes, donc, elles pouvaient s'auto-délivrer des stimulations électriques pour essayer un peu de contrer justement les troubles qu'elles présentaient. Et quand on implantait dans les régions qui font partie du circuit de la récompense, les personnes avaient tendance justement à s'auto-stimuler, un peu comme ce qu'on a évoqué précédemment pour le rat. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ces personnes, quand elles rapportaient, après une fois que finalement on avait enlevé ces électrodes, ce qu'elles disaient, c'est que en fait, elles avaient ce besoin en fait de réaliser le mouvement, mais elles rapportaient pas de récit disant que c'était agréable pour elles d'appuyer sur ce bouton et de s'auto-stimuler. Alors ça a mis en fait Berridge et Robinson, donc à peu près la même période, années 90, sur une piste qui est que peut-être que désirer quelque chose et finalement être poussé à réaliser un certain comportement, c'est pas la même chose qu'éprouver un certain plaisir. En fait, ils ont montré qu'il était possible d'observer une dissociation entre le désir, ce qu'ils appellent le wanting, et puis le plaisir, ce qu'ils appellent le liking. Donc cette dissociation, ils l'ont entre autres mise en évidence à travers des expériences qu'ils ont réalisées chez le rat. Ils ont en fait bloqué la transmission dopaminergique chez des rats. Et comme attendu, finalement on bloque à ce moment-là ce circuit qui pousse à agir. Et ils ont constaté que les animaux présentaient une baisse très nette de la motivation à rechercher la nourriture. Ils n'étaient plus du tout motivés à chercher de la nourriture, même s'il y avait quelque chose de plutôt succulent posé à côté d'eux, ils n'allaient même pas chercher ces éléments. Donc il y avait clairement chez eux une baisse du désir, là le désir à se nourrir. Et ils se sont demandé, mais finalement il y a une baisse de ce désir, mais est-ce que les animaux sont encore capables d'éprouver du plaisir? Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que puisque les animaux n'allaient pas d'eux-mêmes chercher les aliments, ils les ont placés dans la bouche de l'animal, et ils ont constaté à travers les mimiques donc de ces animaux que le plaisir en fait était toujours là. Donc ça montre bien qu'effectivement ces deux facettes, désir et plaisir, ne sont pas la même chose et elles sont normalement associées, mais dans certaines situations elles peuvent être dissociées. C'est ce qui se passe notamment quand on est dans une situation d'addiction où il va y avoir un désir très fort pour la substance vis-à-vis de laquelle il existe une addiction. Par contre, le plaisir éprouvé suite à la prise de la substance ne va plus être là, en tout cas de moins en moins là. En tout cas, le plaisir associé à la première prise ne sera jamais retrouvé. Mais par contre, donc, tandis que le plaisir s'amenuise, le désir va toujours être là et de plus en plus grandissant, ce qui pousse justement à ce comportement d'addiction, ce comportement de recherche un peu compulsive finalement de la substance. Alors à côté de toutes ces recherches autour du circuit de la récompense, je vais juste terminer en évoquant très succinctement le fait qu'un circuit dit de l'aversion a aussi été identifié et son existence a été présentée un peu de façon très démonstrative par Delgado dans les années 50, qui avait donc implanté un taureau, il avait placé une électrode au niveau de structures impliquées dans ce circuit de l'aversion. Il est descendu dans l'arène, il a fait en sorte que le taureau fonce sur lui, et au moment où il fonçait sur lui, il a appuyé sur un bouton qui a délivré une stimulation dans le cerveau de l'animal, qui a sûrement ressenti à ce moment-là une grande aversion et qui s'est arrêté net dans sa course. Voilà donc ce qu'on peut dire. Je voulais surtout évoquer là, le circuit de la récompense et puis souligner le fait que finalement on retrouve ces fameux noyaux gris de la base qui sont concernés, et donc ces noyaux gris de la base qui sont présentés très souvent pour leur action motrice, n'assurent pas que ces fonctions, donc ils assurent des fonctions motrices mais aussi des fonctions non motrices comme on vient de le voir. Nous avons donc terminé avec cette carte mentale sur les noyaux gris de la base et ces quelques remarques sur la motivation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale.